Alors comment est-ce qu'un siège brutal, a pu littéralement forger l'identité de ce qu'allait devenir une capitale mondiale? C'est une question fascinante. Et on va plonger ensemble dans une page de l'histoire de Paris, une page souvent oubliée, mais qui a absolument tout changé. Bon, on commence avec un chiffre. 500 000. C'est le nombre de personnes qui, chaque jour, se pressent dans la gare de Châtelet-Les-Halles. Un demi-million. C'est juste colossal. Un flux ininterrompu, vraiment en plein cœur de Paris. Et pour toutes ces personnes, c'est la routine, n'est-ce pas? On court dans ce dédale de couloirs, c'est le Paris moderne, le Paris efficace. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est l'histoire incroyable qui sommeille juste là, sous nos pieds. Oui, parce que sous tout ce bruit, sous le béton, il y a une histoire bien plus sombre, une histoire de survie, de pure survie, qui a littéralement sculpté la ville qu'on connaît aujourd'hui. Alors fermons les yeux un instant. Oublions le béton, l'acier. Remontons le temps, mais restons exactement au même endroit. Là, on découvre un Paris méconnaissable. Un Paris qui est au bord du gouffre, au bord de l'extinction. Imaginez un peu le tableau. Au IXe siècle, Paris, ce n'est rien. C'est une petite bourgade oubliée qui est en train de mourir à petit feu. On parle de famine, d'inondations, d'épidémies qui dévastent tout. Franchement, c'est un mouroir. On est à des années-lumière de la capitale mondiale du phare culturel qu'on connaît. Et comme si le tableau n'était pas assez noir, eh bien non, ce n'est pas tout. Une nouvelle menace se profile. Une fureur venue du nord, prête à s'abattre sur cette ville qui est déjà complètement à genoux. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Charlemagne meurt en 814 et son empire, cet immense empire, s'effondre. C'est le chaos. Ses héritiers se font la guerre, ils se déchirent le territoire. Résultat, l'empire est divisé en 3 petits royaumes, tout s'affaiblit. Et cette pagaille politique, c'est une porte grande ouverte, une véritable invitation pour les prédateurs. Et ces prédateurs, qui sont-ils? Eh bien, les Francs de l'époque les appellent les Normands, tout simplement les hommes du Nord. Aujourd'hui, on les connaît mieux sous le nom de Vikings. Mais attention, il faut bien comprendre leur objectif. Ce ne sont pas des conquérants, pas encore. Non, ce qui les intéresse, c'est le butin. Les richesses, l'or, les bijoux, c'est une pure et simple obsession. Et face à cette menace, qu'est-ce qu'on a? Le roi Charles le Chauve. Bon, disons que ce n'est pas vraiment un foudre de guerre. Sa stratégie est simple, il préfère payer plutôt que de se battre. En 845, il va leur donner une somme absolument énorme, 7000 livres d'argent. Juste pour qu'ils s'en aillent. Grosse erreur. C'est comme jeter de l'huile sur le feu, ça ne fait qu'attiser leur convoitise. Forcément, cette tactique du paiement, ça ne pouvait pas marcher. 40 ans plus tard, en 885, devinez quoi, les Vikings sont de retour. Et cette fois, ils sont beaucoup plus nombreux et bien plus déterminés. Sauf que voilà, à Paris, quelque chose a changé. Cette fois, les Parisiens, eux, ont décidé de se battre jusqu'au bout. Alors là, il faut vraiment essayer de visualiser la scène. On parle de 700 navires. 700! Une armada qui couvre la Seine à perte de vue. Les témoins de l'époque disent qu'on ne voyait même plus l'eau. C'est une véritable forêt de mâts et de proues sculptées en forme de dragons, de monstres, qui avancent lentement, inexorablement, vers la petite île de la Cité. Leur chef, Siegfried, s'avance. Sa demande semble presque raisonnable. Il veut juste le droit de passage. Il veut remonter la Seine pour aller piller plus loin, en Bourgogne. C'est l'évêque de Paris, un certain Gozlin, qui va à sa rencontre. Tout le monde retient son souffle. La décision repose sur ses épaules. Et là, la réponse de Gozlin, elle est cinglante. Il faut comprendre que cet évêque, ce n'est plus un homme d'église à ce moment-là. Il a échangé sa mitre contre un casque de guerrier. Sa réponse est un non, catégorique. Il ne les laissera pas passer. La messe est dite, si j'ose dire. Le siège est inévitable. L'assaut se concentre alors sur un point précis, le Grand Châtelet. C'est une tour qui défend le pont, le point névralgique. Et là, les Parisiens vont faire preuve d'une ingéniosité et d'une rage de vaincre incroyable. En une seule nuit, ils arrivent à surélever la tour, avec une structure en bois. Ils balancent de l'huile bouillante, de la poix fondue, des flèches enflammées. Ils se battent avec des haches, des pioches, pour repousser les Vikings qui essayent de saper les fondations. C'est un combat au corps à corps, sanglant, désespéré, une défense acharnée. Et c'est souvent comme ça dans l'histoire. Dans ce chaos total, le destin de Paris ne va pas se jouer sur la taille des armées. Non. Il va se jouer sur le courage de quelques-uns et sur la lâcheté d'un seul homme. Pendant ce temps, un véritable drame se noue de l'autre côté de l'île. L'hiver est rude, la Seine est en crue. Et d'un coup, la force du courant emporte une partie du petit pont. Conséquence terrible, la tour du Petit Châtelet se retrouve complètement isolée. Et à l'intérieur,
12 défenseurs. Juste 12 hommes, piégés, encerclés par des milliers d'assaillants. On connaît même leurs noms. Hardrad, Arnold, Erilan. Ces 12 hommes, seuls face à une armée, vont se battre jusqu'à leur tout dernier souffle. Les Vikings mettent le feu à la tour. Ils meurent asphyxiés, mais ils ne se rendent pas. Jamais. Leur sacrifice devient instantanément une légende, le symbole même de la résistance parisienne. Et ce sacrifice met en lumière un contraste saisissant. D'un côté, on a l'empereur, Charles le Gros. Lui, il est loin, très loin du champ de bataille. Sa seule idée, c'est de négocier, de payer. Et de l'autre, on a un homme qui se révèle dans le feu de l'action, le comte Eudes de Paris. Lui, il est en première ligne. Il se bat aux côtés de ses hommes. Il inspire tout le monde. Il est devenu l'âme de la résistance. Ce siège, il ne dure pas quelques jours. Il va s'étirer sur presque une année entière. Une année de souffrance, de faim, de combat. Et son issue, au final, va faire bien plus que simplement sauver Paris. Elle va complètement rebattre les cartes du pouvoir dans tout le royaume. Finalement, après des mois d'attente, l'empereur Charles le Gros arrive. Avec une immense armée. Les Parisiens crient victoire, ils pensent que c'est la fin du cauchemar. Mais ce qui va suivre est une trahison pure et simple. Au lieu d'écraser les Vikings, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie. Il leur donne 700 livres d'argent, et pire encore, il les autorise à aller piller une autre région du royaume, la Bourgogne. Pour les nobles qui se sont battus, c'est l'humiliation suprême. C'est impardonnable. Et la sanction, elle ne se fait pas attendre. Cet acte de lâcheté est la goutte d'eau. En 887, les nobles, qui sont tout simplement dégoûtés, se réunissent et déposent l'empereur Charles le Gros. C'est fini pour lui. Et pour le remplacer, qui vont-ils choisir à votre avis? Évidemment, le héros de Paris, le comte Eudes. Il est acclamé puis couronné roi de Francie occidentale. C'est une véritable révolution, une nouvelle dynastie est née, forgée dans les flammes du siège. Au-delà du changement de roi, ce siège a révélé une leçon, une vérité essentielle, que plus personne ne pouvait ignorer. Paris n'était plus une petite ville de province sans importance. Par sa résistance, elle avait prouvé qu'elle était devenue le cœur battant et stratégique de tout le royaume. Et cette leçon, elle a été apprise dans le sang et le feu, et elle est d'une clarté limpide. Désormais, pour quiconque voulait régner sur la Francie, il fallait d'abord tenir Paris. La ville n'était plus une option, elle était devenue la clé de voûte de tout le royaume. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion plus large finalement. Combien de villes, combien de peuples sont définis non pas par leurs victoires éclatantes, mais par ces moments où ils ont survécu à l'impossible? Parce que le Paris qu'on admire aujourd'hui, ce Paris-Lumière, eh bien il doit peut-être son existence même à ces longs mois de ténèbres, où tout, absolument tout, semblait perdu.